La paracha de Miketz présente en son début les rêves de Pharaon et Yosef, sortis de prison, pour les interpréter. On connaît cet épisode. Pharaon rêve de 7 vaches grasses qui sortent du Nil. Ensuite arrivent 7 vaches maigres et les 7 vaches maigres mangent les 7 vaches grasses. De la même manière, il y a ensuite un deuxième rêve, 7 épis gras, pleins, grainus, et ensuite 7 épis maigres, décharnés, qui mangent les épis, qui avalent les épis bien gras. Que signifie ce rêve ? On connaît l'interprétation de Yosef. 7 années d'abondance vont être suivies par 7 années de famine, et il faut non seulement comprendre ce qui va se produire, mais en plus, que faire ? Eh bien, c'est garder l'abondance, emmagasiner, engranger la récolte abondante dans les 7 années d'abondance pour pouvoir nourrir les années de famine. Il y a quelque chose d'étonnant dans ce passage, c'est qu'on se demande comment Yosef se révèle comme quelqu'un de clairvoyant et sage, habité par l'esprit d'Akadosh Baruch Hu, alors qu'il semblerait tout à fait naturel d'interpréter un rêve de cette façon. Il y a 7 vaches grasses, ce sont des années d'abondance, 7 vaches maigres, ce sont des années de famine. Des épis gras, eh bien oui, c'est la récolte qui va être abondante. Et des épis maigres, c'est qu'on arrive dans une période de disette. Qu'est-ce qu'il y avait de tellement intelligent là-dessus ? Et le projet, le programme de Yosef de garder, d'engranger pendant les années d'abondance, il ne faut pas être prix Nobel d'économie pour envisager une telle solution. Mais, bien entendu, c'est ce qui tombe sous le sens. C'est d'autant plus étonnant que lorsqu'on lit le Midrash, il nous rajoute qu'est-ce que les sorciers de Pharaon n'avaient pas compris. Les sorciers de Pharaon ont donné une autre interprétation. Ils ont expliqué quelque chose totalement recherché, presque je dirais tiré par les cheveux. Ils nous disent les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres signifient pour Paro, d'après les sorciers, les Khartoumim, tu vas avoir donné naissance à 7 filles et tu vas avoir par ailleurs 7 autres filles qui vont mourir. Et les épis de blé, les 7 et les 7, tu vas conquérir 7 villes et tu vas finalement perdre 7 autres villes. On a besoin de raconter des choses aussi recherchées, alors que le sens simple aurait dû être évident. Alors certains ont voulu expliquer en disant il faut rentrer dans l'esprit de la civilisation égyptienne. La vache représente justement la fertilité. Donc la vache représente le fait d'avoir des enfants. Ce n'est pas pour rien que para en hébreu, péri, la vache. Et le fruit et la fertilité sont dans une même racine. Alors, dans cette façon de voir, les sorciers ont été directement dirigés vers la naissance des filles. Ce qui n'explique pas tellement pour les villes, et ce qui n'élimine pas le sens premier, c'est que c'est aussi la fertilité de la terre, c'est aussi les champs abondants. Donc pourquoi vous passez sur le côté des naissances quand il y avait une explication évidente ? Certains veulent dire, pour les sorciers de Pharaon, l'idée même que l'Égypte puisse être dans une situation de famine était quelque chose d'invraisemblable. Étant nourri par le Nil, ayant l'abondance, la fertilité de l'eau que le Nil pouvait donner aux terres d'Égypte, ils ne pouvaient même imaginer qu'on pourrait arriver un jour à une situation de famine. C'était comme de la science-fiction pour eux. Et c'est pour cette raison qu'ils n'ont même pas pu envisager une telle option. Il semble pourtant qu'il y a un point qui est précisément posé problème aux sorciers de Pharaon. Dans la description du rêve, les 7 vaches grasses sont présentes sur le bord du Nil, et ensuite apparaît 7 vaches maigres, et il est écrit « Vata'amotna etzel aparot al sefatayor ». Les vaches maigres se sont placées sur le bord du Nil à côté des 7 vaches grasses. De la même manière, pour les épis, il y a un moment où les épis maigres et les épis pleins se trouvent au même endroit. S'il s'agissait du temps, 7 années consécutives à 7 autres années, eh bien, on aurait dû avoir d'abord les 7 premières, et ensuite arrivent d'autres vaches qui les dévorent. On n'aurait pas pu avoir ce moment-là où ils sont en même temps au bord du Nil. Par contre, dans leur explication, eh bien, 7 filles qui vont naître, il y aura ensuite 7 autres filles, et puis il y a un moment où elles sont toutes en vie, et puis ensuite, 7 sont en train de mourir. On a des villes conquises, et on a ensuite d'autres villes qui étaient présentes déjà là, qui vont finalement être perdues. Comment comprendre ce passage, ce point particulier du texte ? C'est exactement ce que Yosef a compris. C'est exactement ce que Yosef a compris, qu'il n'était pas simplement la description de ce qui va se produire, mais aussi le programme de la conduite à adopter pour survivre dans cette période de famine. Pourquoi Yosef a donné ce conseil
de garder l'abondance et de garder le blé, d'engranger toutes ces récoltes au moment de l'abondance, c'est pour une raison très simple. C'est que dans la conception de la Torah, Akadosh Baruch Hu lui a déjà donné quelque chose, un élément extrêmement important. Akadosh Baruch Hu lui dit, il y a des années d'abondance, mais il y a pendant cette période d'abondance déjà l'état d'esprit de la famine. Il y a déjà l'état d'esprit du manque qui va arriver. Les vaches maigres sont dans un certain moment présentes au même moment où il y a encore l'abondance. Vivre avec la prévision de la famine, c'est vivre déjà des mesures difficiles. C'est vivre déjà dans un moment où on commence à avoir une période de récession, alors qu'on semblerait que tout nous sourit, que tout va pour le mieux. Ce que Yosef a compris, et c'est en ce sens-là qu'Akadosh Baruch Hu l'a inspiré, c'est qu'à aucun moment l'homme ne peut se percevoir comme étant sûr de son affaire, qu'en se disant on est dans la prospérité, tout va bien et tout ira bien, et tout ira toujours bien. La conscience à la fois du bienfait d'Akadosh Baruch Hu, mais en même temps du risque de la brisure, de la douleur, et ces deux éléments simultanés dans la conscience de l'homme sont peut-être les deux éléments fondateurs de la relation que nous avons vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Pas folie des grandeurs de l'homme qui se croit tout-puissant, même reconnaissant Akadosh Baruch Hu pour lui avoir tout donné, mais qui est conscient de sa fragilité, sa faiblesse. L'homme qui se trouve dans une situation où peut-être la racine même hébraïque veut nous mettre sur cette piste. Lorsque Yaakov voit qu'il y a une récolte en Égypte, il est écrit « Ki yesh shever bemitzrayim ». Shever en hébreu signifie la récolte. Mais on entend dans le mot shever aussi la brisure. Il y a une récolte, cette récolte semble être pour Yaakov et pour les peuples environnants l'espérance d'une survie. Pourtant on sait que c'est parce que les enfants de Yaakov descendent en Égypte qu'on va connaître l'exil de l'Égypte. Il y a véritablement un shever. Il y a véritablement le début d'une galoute qui commence là, d'un exil qui va prendre son point de départ. Mais on pourrait croire qu'on est uniquement dans le shever de la brisure. Il y a déjà un peu le shever de l'espoir. Le mot hébreu sévère est l'espérance. Comment transformer la brisure en espérance? C'est tout le secret du peuple juif. Parce que là où il y a une désespérance qui pleure, le peuple juif apporte un espoir. Le peuple juif donne la possibilité d'entrevoir que malgré la période de famine, les vaches maigres sont encore accompagnées un peu des souvenirs, des bienfaits, de l'attente, de l'abondance qu'Akadosh Baruch Hu nous avait donné précédemment et finira par nous donner. C'est peut-être avec ce message-là que le peuple juif a vécu toute son histoire dans l'exil, non seulement de l'Égypte, mais des différentes diasporas. Et c'est dans l'assurance de cette modestie et de cette fragilité qu'il a aujourd'hui le bonheur de retrouver l'abondance qu'Akadosh Baruch Hu lui donne, revenu dans son propre pays.